cette période dans laquelle on entre en ce moment de disruption, qui est assez violente et rapide, comme je le disais, elle est favorisée, vous le savez, par ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Ça fait quelques années que vous en entendez tous parler. Tous les jours, on a des nouveautés dans la presse sur ce sujet. Lorsque je faisais les premières conférences là-dessus en 2015, on me prenait pour un fou lorsque je disais qu'on aurait des assistants intelligents qui placeraient des rendez-vous, qui prendraient des rendez-vous au téléphone en discutant avec des humains et qu'on ne ferait pas la différence entre les humains et les intelligences artificielles. On me disait « ouais, c'est ça, t'es un fou, n'importe quoi, c'est de la prospective, t'y connais rien ». Honnêtement, je pensais que ça arriverait une dizaine d'années après. Je pensais que ça arriverait d'ici 2025. C'est arrivé cette année. Vous avez tous suivi l'intelligence artificielle de Google qui a été capable de prendre son rendez-vous chez le coiffeur alors que la personne au bout du fil ne s'est pas rendu compte si c'était un humain ou une IA. C'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. J'avais vu ça dans les brevets de Google, mais je ne pensais pas qu'on subirait cette accélération aussi forte sur les progrès de ces technologies. Ce qui est stupéfiant, alors je ne vais pas revenir sur l'intelligence artificielle, vous savez que ça touche tous les secteurs, que ça va beaucoup plus vite que prévu, que ce soit dans le droit, dans le secteur de l'énergie, dans la médecine, on a des résultats très impressionnants. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir s'y habituer. L'intelligence artificielle, ça n'est plus de la science-fiction. C'est vrai qu'on est en train de modéliser toutes nos fonctions cognitives. Les machines reconnaissent déjà mieux ce qu'il y a dans leur environnement visuel que les êtres humains. C'est pour ça qu'on détecte des cancers sur l'imagerie médicale avec des IA mieux que des médecins. Vous avez vu le concours qu'il y a eu en Chine, les médecins se sont fait pulvériser. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas le cas de toutes nos fonctions cognitives. Sur le traitement du langage, si vous avez testé les chatbots, cette immense arnaque du siècle, vous avez vu que pour l'instant, elles ne sont pas bonnes, les intelligences artificielles, à maîtriser le langage. C'est normal, c'est le début, mais on va aussi avoir des progrès dans ces domaines. La créativité, c'est la même chose. On a des algorithmes aujourd'hui qui font de la créativité artificielle. Le problème, c'est toujours de donner une définition de ces concepts. Si vous ne savez pas définir l'intelligence, vous ne pouvez pas la modéliser. Si vous ne savez pas définir la créativité, vous ne pouvez pas la modéliser. Aujourd'hui, on a une petite idée de ces concepts, c'est pour ça qu'on tente de les modéliser. Mais ils s'affinent en permanence. Ce qui me fascine avec l'arrivée de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est qu'on va faire réémerger des débats philosophiques qu'on avait un peu enterrés ces dernières années. Qui parmi vous croit au libre arbitre? Qui pense être maître de ses décisions? C'est marrant, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main parce que vous savez que je vais contredire ça juste après. Vous savez qu'aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle sont en train d'être connectés à tous les logiciels qu'on est en train d'utiliser, tous les logiciels de Google, vos GPS, etc. Aujourd'hui, ces logiciels, ils utilisent votre intelligence. C'est vous qui faites les trucs intelligents parce que le logiciel est programmé pour répondre à votre intelligence. Dans le monde dans lequel on entre, les logiciels vont être proactifs. Ils vont apprendre en permanence de votre manière de les utiliser et ils vous suggéreront des choses intelligentes à faire. Ils comprendront votre intention. Exemple, aujourd'hui, si vous voulez apprendre à utiliser un tableur comme Excel, il fallait savoir le programmer, mettre des formules, etc. Dans les prochaines versions, vous aurez juste à poser une question. C'est d'ailleurs le cas de Google Sheet, de manière assez balbutiante, encore une fois. Vous avez juste à poser une question, à dire par exemple au tableur « trie-moi mes données en fonction du chiffre d'affaires, sors-moi la TVA, etc. » Il comprendra votre intention et sans savoir utiliser de formule, il vous donnera le résultat que vous voulez directement dans le logiciel. Ces algorithmes seront absolument partout. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, juste à notre utilisation de la technologie, des logiciels, des plateformes comme Facebook, ces algorithmes sont capables de nous connaître de mieux en mieux, y compris de déduire des choses qu'on ne veut pas forcément leur dire. Vous savez qu'en sciences sociales, notamment, alors sciences sociales en général, économie aussi, on cherche en permanence à établir des corrélations entre des variables dans l'environnement. On suppose qu'il y a des corrélations, et le but de ces sciences, c'est de les trouver. Regardez ce que fait un assureur lorsqu'il vous fait remplir un formulaire, il vous pose certaines questions, ce n'est pas les réponses à ces questions qui l'intéressent. C'est d'utiliser ces modèles assurantiels pour croiser les réponses que vous lui avez données, pour ensuite déduire des choses sur vous, votre santé, etc., que vous n'avez pas l'intention de lui dire. Nous, les humains, on fait ça tout le temps. Lorsque vous parlez à quelqu'un, que vous écoutez quelqu'un, vous essayez de déduire des choses sur la vie de cette personne, en fonction de son vocabulaire, son expression, sa gestuelle, vous essayez de déduire toutes ces choses. Et bien là où je veux en venir, c'est qu'en utilisant la technologie, ces algorithmes vont essayer de croiser nos comportements pour déduire des choses sur nous. Et ça marche déjà aujourd'hui. Vous savez que Facebook, plateforme Facebook, à l'heure à laquelle vous l'utilisez, à la fréquence à laquelle vous utilisez Facebook,
à qui sont vos amis sur la plateforme, à ce que vous postez ou ne postez pas, et même, on a vu récemment dans la presse, au déplacement de votre souris sur l'écran. Facebook est capable de déduire des choses assez incroyables sur vous, comme par exemple, si vous avez un risque de suicide imminent. Et ils ont sauvé des vies comme ça. Vous avez vu les unes de la presse aux États-Unis. Ils sont aussi capables, vous avez vu le scandale dans la presse, de savoir pour qui vous allez voter, et même d'influencer notre vote. Ils sont aussi capables de savoir quelle est votre humeur en temps réel, même d'influencer votre humeur, et ils sont aussi capables de savoir, alors ça c'est un peu plus drôle, de savoir si vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un ou au contraire vous séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est beaucoup plus prévisible qu'on le pense, nous les êtres humains. Ça, comme je le disais, les sciences sociales le savent depuis un certain temps, mais cette fois-ci, ça risque de poser un vrai problème à beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous vont refuser que simplement à l'utilisation de ces logiciels, leur comportement puisse être prévisible et surtout être influencé par ces technologies. On est très prévisible et très influençable. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire réémerger ces débats entre le libre arbitre et le déterminisme. À quel point est-ce que ces algorithmes vont nous connaître, vont prédire nos comportements? Si on est capable, juste aujourd'hui, au début de cette révolution, de déduire toutes ces informations, imaginez ce qu'on sera capable de faire dans quelques années. Le futur de toutes ces technologies, il est assez simple. Lorsqu'on regarde les brevets qui sont déposés par les géants de la tech, et lorsqu'on regarde l'évolution des réseaux et d'Internet ces dernières années, c'est de faire exactement comme avec Internet. Ces algorithmes seront absolument partout, tout autour de nous. On aura tous des assistants intelligents qui vont remplacer nos smartphones. Mais comme je le disais, ces logiciels bêtes qu'on a aujourd'hui vont devenir proactifs, intelligents, et vont finir par discuter les uns avec les autres. Vos algorithmes que vous aurez dans vos vies personnelles vont vous défendre, vont faire des choses dans votre intérêt, que ce soit faire vos courses, payer vos impôts, etc. Mais ils discuteront aussi avec les algorithmes, les assistants intelligents de vos amis, des entreprises avec lesquelles vous interagissez, avec les services de l'État, etc. Vous savez, les entreprises, elles ont commencé par avoir des catalogues, des bases de données, des sites internet, ensuite elles ont eu des applications, des chatbots. Demain, elles auront des algorithmes assistants intelligents qui vont les représenter vis-à-vis de l'extérieur. Ça change absolument tout dans le monde dans lequel on entre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit convaincre son client d'acheter. Dans le monde de demain, elle devra convaincre non plus le client, mais passer le filtre algorithmique du client. Vous savez qu'aujourd'hui, notre monde est déjà filtré par des algorithmes. Exemple très simple, celui de Google. Google décide des résultats qu'il vous affiche et l'ordre dans lequel il affiche les résultats sur sa première page. Demain, lorsque vous aurez tous un algorithme ou un assistant intelligent qui va représenter vos intérêts, l'enjeu des entreprises, ce sera de passer ce filtre algorithmique, d'être pris au sérieux par votre algorithme en fonction de votre profil et de vos données, pour que le jour où vous aurez un besoin, que vous soyez une entreprise ou un particulier, vous soyez shortlisté en tant qu'entreprise par l'algorithme. On va entrer dans un monde de compétition entre algorithmes. C'est assez facile à voir, hein. Chaque fois qu'on a des techniques ou des choses, des objets qui influencent le monde, parfois en mal, hein, pensez au virus, on a des moyens de s'en protéger, de mettre un filtre devant. Ce sera la même chose avec ces algorithmes. Et ça commence à être très important d'avoir des filtres algorithmiques puissants parce que les algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent extrêmement bien aujourd'hui. Je reprends l'exemple de Netflix, cette fois-ci sur autre chose. Vous savez que l'algorithme de recommandation des films que vous regardez ou séries sur Netflix fonctionne très très bien. Mais est-ce que vous savez qui est le concurrent de Netflix? Qui est le concurrent de Netflix, à votre avis? C'est pas Amazon. C'est pas YouTube. C'est pas Criteo. Ce serait cool, hein? Le patron de Netflix a déclaré que leur concurrent principal, c'était votre sommeil. Au lieu d'aller dormir, ils veulent que vous regardiez des films et des séries en plus. Et ils utilisent leur algorithme pour ça, en fonction de vos données qui suggèrent le bon film ou la bonne série. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'influence de ces algorithmes sur nos vies est telle qu'on va avoir besoin de s'en protéger. Ma conviction, ma thèse là-dessus, c'est que cette compétition d'algorithmes va faire disparaître le marketing. Quand je dis ça à des directeurs marketing, pareil, hein, déni classique, comme sur la disruption en général. Non, mais il est fou, il connaît rien, lui, c'est pas possible, on aura toujours besoin de marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est influencer son client pour vendre
l'arrivée de l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux vendre, de faire plus consommer les clients, et ça marche. Regardez l'algo de Netflix. Qu'est-ce qui va se passer côté utilisateur, côté client? Opportunité pour des entrepreneurs, des startups de créer leur propre algorithme qui les protège de l'influence de ces algorithmes. Idéalement, dans un monde où des algorithmes peuvent nous influencer, on va avoir besoin d'algorithmes qui vont nous dire « Attention, tu es sur le point de te faire influencer par l'algorithme de Netflix pour regarder un film ou d'Amazon pour acheter tel ou tel truc, tu ne devrais pas. » Et comme ça, on annule progressivement les effets du marketing. On supprime cette asymétrie d'information entre l'entreprise qui veut influencer et le client qui veut s'en protéger. Tout le monde déteste le marketing. On va avoir les moyens de s'en protéger. Ma conviction, c'est qu'on réduit l'asymétrie d'information avec ces algorithmes qui seront partout, tout autour de nous. Mais ce qui change tout, et qui est une véritable leçon d'humilité dans le monde dans lequel on entre, c'est l'arrivée de ces algorithmes sur l'expertise. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, la connaissance n'a plus aucune valeur économique. Elle a une valeur d'usage qui est considérable, évidemment, mais elle n'a plus de valeur économique. Vous ne pouvez plus gagner d'argent, vous vous différenciez juste avec de la connaissance. Pourquoi? Loi de l'offre en économie, très simple, parce que la connaissance est abondante. Vous avez toute la connaissance médicale, juridique, ce que vous voulez, en ligne, accessible en 3 clics. Ce qui a de la valeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est le traitement de la connaissance. Autrement dit, l'expertise. Ça ne sert à rien d'avoir la connaissance médicale ou juridique en ligne. Si vous n'êtes pas médecin ou avocat, vous ne pouvez pas la traiter, vous ne pouvez rien faire. En plus, ça agace votre médecin si vous allez sur Doctissimo tout seul. Donc aujourd'hui, l'expertise a encore de la valeur. Et ça coûte très cher d'ailleurs, l'expertise. D'abord parce que ça requiert de l'intelligence, ce qui est rare et qui coûte très cher, mais aussi de l'éducation, pareil, qui coûte très cher, et surtout de l'expérience, qui est aussi une forme d'éducation qui coûte très cher. Mais grâce à l'arrivée de ces algorithmes apprenants, puisque c'est là-dessus que repose le principe de l'intelligence artificielle, chaque expert va entraîner l'algorithme pour lui transférer son expertise. C'est le médecin, le radiologue, le cancérologue qui entraîne l'algorithme à reconnaître des cancers sur l'imagerie médicale. C'est l'avocat qui va entraîner l'algorithme à choisir des arguments pour une plaidoirie, à les sélectionner, les trier, mettre des probabilités de raisonnement d'un juge, etc. C'est même le programmeur aujourd'hui qui entraîne l'algorithme pour qu'il puisse générer son propre code. On a même des intelligences artificielles aujourd'hui qui génèrent leur propre intelligence artificielle selon les objectifs qu'on souhaite atteindre. Autrement dit, chaque expert transfère son expertise à l'algorithme, ce qui veut dire que dans le monde de demain, l'expertise deviendra une commodité. Ça vaudra 0 dans le business. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Au passage, chaque fois que vous allez voir des experts dans tous les domaines, déni classique. Ils vous disent non, c'est pas possible, nous les banquiers c'est différent, nous les avocats c'est différent, toujours pareil. C'est une excellente nouvelle, parce qu'en réalité, on est très arrogant sur notre expertise et notre intelligence, nous les humains, mais on sait, en neurosciences notamment, qu'on a énormément de biais, on se trompe tout le temps pour des raisons souvent assez bêtes, et surtout, l'expertise n'est pas du tout homogène. Vous savez, lorsque vous tombez malade, vous pouvez voir 3 médecins différents, vous avez 3 expertises différentes. Lorsque vous voyez 3 avocats, c'est pareil, vous avez 3 scénarios différents de plaidoirie. Lorsque vous allez voir 3 garagistes, enfin non, les garagistes c'est un peu à part, il y a peut-être d'autres intérêts, mais vous voyez l'idée, on n'est pas si bon que ça en expertise les êtres humains. Regardez encore une fois à quel point les médecins se sont fait exploser par l'intelligence artificielle sur des tests diagnostiques en Chine récemment, et c'est normal. La connaissance est trop nombreuse, trop complexe, beaucoup trop difficile pour un être humain de traiter toute cette connaissance et de maintenir son niveau d'expertise. L'intelligence artificielle va faire converger le niveau d'expertise en le transférant à ces algorithmes. Qu'est-ce qui nous restera, les êtres humains, pour se différencier, et en particulier dans le business? Ce n'est pas un secret, c'est les trucs où les GAFA sont super bons, et les startups de la tech, les trucs d'humains, les trucs où on est bons les humains, c'est-à-dire l'empathie, la relation, la confiance, l'amour, l'humour, le charisme, le fait que vous ayez envie d'interagir avec l'autre. Vous n'irez plus chez votre médecin demain pour son expertise médicale, ça sera fait par un algorithme, et ça c'est bien mieux pour tout le monde. Mais vous continuerez à aller le voir, parce qu'il vous écoute, parce qu'il vous rassure, parce que vous avez un lien de confiance très très fort et d'empathie avec lui. Un bon médecin, c'est pas celui qui est bon techniquement, normalement ils doivent tous l'être et ils font des études et des diplômes pour ça. Le bon médecin, regardez quand vous recommandez un bon médecin, c'est celui qui vous écoute, qui vous rassure, avec qui vous avez envie de parler, d'interagir. Vous savez ce que c'est l'effet placebo chez le médecin généraliste? 30 à 35%. C'est considérable. Ça veut dire que les humains ont réagi énormément
à cet effet placebo. L'enjeu pour les entreprises demain, ça va être de générer cet effet placebo de confiance, d'empathie avec leur environnement. L'expertise deviendra une commodité, toutes les entreprises se retrouveront au même niveau d'expertise, c'est indispensable, sinon elles disparaissent, mais la différence se fera sur l'empathie. Parce que l'intelligence artificielle, contrairement à ce que tous les cabinets de conseil doivent vous raconter en ce moment, ça ne sera pas un facteur différenciant dans le business. Je répète, l'intelligence artificielle ne sera pas un facteur différenciant dans le business. Allez,